Mesdames et messieurs, bienvenue. Je suis Fabrice Caborderie de la société Girasol et je suis référent autoconsommation individuelle et collective. Alors j'espère que cette journée de l'efficacité énergétique et environnementale du bâtiment vous apporte un éclairage utile sur les solutions d'efficacité énergétique et de décarbonation qui sont à votre disposition pour agir concrètement. Nous sommes ici réunis, décideurs, maîtres d'ouvrage, constructeurs et industriels, pour aborder ce qui est devenu le premier poste de risque, mais aussi de performance, de vos actifs, l'énergie. Dans ce rendez-vous exclusif, je ne vais pas vous parler de projets verts par idéologie, mais de stratégie business. Pour les industries, les commerces et les collectivités, reprendre le contrôle de l'énergie est aujourd'hui un impératif de compétitivité. Chez Girasol Énergie, notre mission est de transformer vos contraintes énergétiques en levier de sécurisation économique. Regardons la réalité du marché. Pourquoi l'électricité est-elle devenue votre principal risque opérationnel? Alors il y a 4 facteurs de déstabilisation. Le premier, celui le plus important aujourd'hui, c'est la fin de l'Arenh qui est intervenue en fin décembre 2025. Alors l'Arenh, c'était votre bouclier. Ce dispositif permettait d'acheter l'électricité nucléaire historique à prix coûtant. Son extinction signifie que vous allez être projeté dans le grand bain du marché libre avec une exposition directe au prix de gros. Il y a un deuxième phénomène, un deuxième facteur de déstabilisation, c'est le découplage et la corrélation gaz-électricité. Tant que le marché européen est indexé sur la dernière centrale appelée, et souvent c'est celle au gaz, vos factures dépendront des tensions géopolitiques mondiales totalement hors de votre contrôle. Le troisième facteur, c'est l'augmentation structurelle des taxes et du TURP en raison de la modernisation nécessaire du réseau pour accueillir notamment les énergies renouvelables, mais pas que, les bornes de recharge, et je dirais toute cette nécessité de changer nos usages, de passer des énergies fossiles aux énergies électriques, puisque c'est pour nous une manière de consommer notre propre énergie. Alors, ces investissements d'infrastructures seront répercutés sur votre part acheminement dans votre facture d'électricité. Et en produisant sur place, vous vous affranchissez d'une partie de ces hausses de taxes de transport, voire de toutes les taxes, puisque si vous autoconsommez votre production, vous ne payez pas le coût du réseau. Enfin, il faut aussi avoir conscience, le dernier facteur de déstabilisation, c'est la volatilité qui est la nouvelle norme aujourd'hui. On ne parle plus de cycle de 3 ans ou 5 ans pour l'énergie. Les variations sont intraday, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont violentes entre les prix les plus élevés et les plus bas. Et cette absence de visibilité rend tout calcul de prix de revient impossible. Alors, vous le savez certainement, il y a des obligations, avec un cadre législatif qui s'accélère et qui impose des échéances très courtes. Le premier cadre, c'est la loi APER, qui impose l'installation d'ombrières photovoltaïques sur jusqu'à 50% de la surface de vos parkings, de plus de 1500 m². Et pour les parcs de plus de 10 000 m², l'échéance, elle est au 30 juin de cette année. C'est-à-dire que vous devez avoir, pour ces parcs, si vous êtes propriétaire d'un parc de stationnement, engagé un projet de couverture de panneaux solaires photovoltaïques, d'ombrières ou de renaturation accompagnée d'ombrières photovoltaïques. Donc la loi s'est un petit peu assouplie courant de l'été et elle permet de mixer renaturation des parkings et photovoltaïque. Pour les parkings qui sont entre 1500 m² et 10 000 m², l'échéance c'est 2028. Donc c'est relativement court. Et l'idée c'est d'aller commencer ces projets-là le plus tôt possible pour éviter d'être dans
dans la bousculade et de ne pas pouvoir choisir le bon partenaire pour mettre en conformité ses parkings. Il y a un deuxième phénomène aussi, c'est dans la loi APER, c'est les toitures de plus de 500 mètres carrés, qu'elles soient neuves ou pour des rénovations lourdes. Elles doivent aujourd'hui être équipées de 40% de panneaux solaires photovoltaïques et dès l'année prochaine, ce sera 50%. Il y a aussi une directive européenne. Cette directive, c'est la directive révisée sur la performance énergétique des bâtiments qui vient chapeauter les lois nationales avec un calendrier aussi contraignant et qui comprend aussi le parc existant. C'est-à-dire qu'en fait, les bâtiments publics et tertiaires, dans un premier temps les neufs, ont une obligation de solarisation généralisée. Mais également les bâtiments tertiaires existants et le public devront s'équiper d'ici 2030, avec des différentes étapes. Et le deuxième cadre législatif qui s'impose aussi aux entreprises, c'est le décret tertiaire. Bien évidemment, tout le monde est au courant. Pour vos bâtiments de plus de 1000 m², la réduction, elle est de 40% d'ici 2030. Mais il y a aussi d'autres objectifs à atteindre. En 2040, 50% et en 2050, 60% de réduction. Donc c'est très ambitieux. Et vous verrez que le solaire photovoltaïque en autoconsommation apporte des solutions également pour le décret tertiaire, des solutions qui sont assez radicales en termes d'effacement. Alors pour un maître d'ouvrage ou un industriel, ces lois peuvent être vues comme un fardeau, bien évidemment. Chez Girasol, nous les voyons plutôt comme des catalyseurs de modernisation de vos actifs. Question importante, à quel prix ? Face à ce mur, beaucoup de décideurs hésitent, mais analysons froidement les freins. Le premier piège, c'est celui du CAPEX. En fait, c'est un investissement lourd, en fait, le solaire photovoltaïque. On parle de 500 000, 1 million d'euros, voire plus, dans des ombrières ou des toitures. C'est de l'argent que vous ne mettez pas dans une nouvelle ligne de production, ou dans votre R&D, ou dans le recrutement. Il y a aussi, vous allez mobiliser des équipes internes qui ne sont pas forcément des spécialistes de ce marché, qui ne sont pas des spécialistes de la maîtrise de ce type d'actifs. Et il y a aussi un autre problème, c'est que si vous construisez vous-même, vous devenez responsable de la maintenance et de l'obsolescence technologique sur 20 ou 30 ans. Ce n'est pas forcément votre métier. Troisième coût, c'est le coût de l'inaction, en fait, c'est le coût de non-conformité. Ne rien faire aujourd'hui, c'est accepter demain de payer des pénalités, mais aussi de voir la valeur de vos actifs immobiliers fondre parce qu'ils auront perdu leur valeur verte. Donc l'enjeu n'est plus seulement de respecter la loi, mais de le faire sans mobiliser vos équipes internes sur des sujets complexes et éloignés de vos priorités opérationnelles, sans dégrader votre capacité d'endettement, sans parler du risque de non-conformité face à des textes de loi qui évoluent sans cesse. La vraie question pour un décideur, ce n'est donc pas comment se conformer, mais comment se conformer sans subir. Alors, devenir consommateur, ce n'est pas juste un slogan marketing, c'est un renversement du rapport de force. Pendant 40 ans, le consommateur a été passif, vous receviez une facture, vous la payez. Mais vous allez pouvoir devenir preneur de prix. Aujourd'hui, vous devenez des price makers sur une partie de votre consommation. En produisant votre propre électron sur votre parking ou votre toit, vous fixez votre coût de production pour les 20 ou 30 prochaines années. C'est une forme d'indépendance énergétique à l'échelle de l'usine, d'un centre commercial ou de la mairie. C'est transformer une charge subie en un actif maîtrisé. Alors il y a deux modèles d'autoconsommation. Et nous déployons chez Girasol deux modèles agiles. Le premier, c'est l'autoconsommation individuelle. Donc en fait, concrètement, on vient installer une centrale sur du foncier qui appartient à l'entreprise. On vient installer des ombrières,
On vient installer une centrale sur la toiture ou à proximité de l'entreprise sur du foncier délaissé. Et on vient raccorder les équipements directement sur la boucle HTA du site ou sur le TGBT tout simplement en basse tension. Et naturellement, l'électricité produite vient alimenter l'entreprise, la production ou les bureaux de l'électricité qui est produite. Et donc, naturellement, on vient diminuer la consommation, le sous-tirage au réseau. Le deuxième modèle, c'est l'autoconsommation collective. Alors, c'est complètement différent. Généralement, c'est un modèle de partage local via une personne morale organisatrice. Donc, c'est une société, c'est une entreprise ou une association qui vient appliquer, qui vient faire appliquer les règles du jeu de la boucle d'autoconsommation collective et qui permet de valoriser l'énergie à l'échelle d'un territoire ou d'une zone d'activité. Concrètement, on produit de l'énergie sur un site qui consomme peu d'énergie, donc il y a beaucoup d'énergie qui va arriver dans le réseau, et on décide de la partager avec des acteurs économiques locaux. Ça peut être des entreprises, ça peut être des collectivités, ça peut être des associations, ça peut être des particuliers. Mais cette énergie, elle est utilisée. C'est ça qui est important. Alors sur le modèle de l'autoconsommation individuelle, ce modèle-là, c'est l'efficacité immédiate. C'est le modèle de prédilection pour une entreprise ou un maître d'ouvrage qui veut des résultats rapides. La production et la consommation se font sur site. Et là, l'avantage business, il est massif parce que c'est un modèle rentable immédiatement et c'est zéro investissement, zéro capex pour l'entreprise. En tant que tiers investisseur, Girasol Énergie prend en charge l'investissement et vous bénéficiez de l'infrastructure et d'une électricité à prix maîtrisé sans sortir 1 euro de votre trésorerie. Donc à très long terme, vous avez cette énergie qui est produite et dont le coût est maîtrisé sur 20, 30 ans et voire plus. Dans votre mix énergétique, vous sécurisez votre approvisionnement. Alors, ça a un impact fort sur les entreprises industrielles, notamment, lorsque l'énergie vient directement impacter le résultat de l'entreprise. On l'a vu en 2023, il y a eu très forts impacts à cause de l'énergie. Donc l'autoconsommation individuelle, c'est une manière aussi de sécuriser à très long terme et donc d'amener une sorte de garantie, une sécurité à long terme sur son EBITDA, très, très clairement, lorsqu'on est très exposé au marché de l'électricité. Sur le modèle de la CC, donc là c'est un petit peu une philosophie un petit peu différente. Généralement on la met en œuvre soit parce qu'il y a trop de surplus. Le surplus, c'est l'énergie qui n'est pas consommée instantanément et qui naturellement part vers le réseau. Donc quand il y a beaucoup de surplus, il faut trouver une manière de le valoriser. Et l'autoconsommation collective est une manière de le valoriser financièrement et aussi qui est une manière intéressante. On vient partager de l'énergie avec des consommateurs alentours. C'est aussi parce que parfois, on a un site où il n'y a pas de consommation. Par exemple, la halle au-dessus d'un marché couvert, on produit de l'énergie et puis il n'y a pas de consommateurs en dessous, ou alors ils sont diffus. Donc là, il faut bien qu'on trouve une solution. Cette énergie, on vient en fait la proposer à l'ensemble des consommateurs qui sont autour de l'endroit où c'est produit. Alors, la volonté, c'est quoi? C'est de produire local et propre. C'est éventuellement, lorsque c'est intéressant, financièrement et aussi techniquement, de stocker l'énergie pour utiliser chaque électron produit, et notamment via des solutions de stockage physique qui sécurisent votre consommation nocturne ou vos pics d'activité. Donc on est capable aussi d'effacer des pics d'activité comme ça avec ce type d'équipement. Mais surtout aussi, c'est piloter l'ensemble en intégrant les ombrières de parking, les bornes de recharge pour véhicules électriques. C'est ici que le métier de maître d'œuvre et de constructeur rencontre celui de l'énergéticien pour créer des bâtiments intelligents et autonomes. Alors les clés de la réussite, pour vous, maître d'ouvrage et constructeur,
La réussite tient en 3 points opérationnels. Alors déjà, le plus important, c'est l'approche globale bâtiment plus énergie. Ne séparez plus les lots. Quand vous rénovez une étanchéité, vous devez solariser. Faire l'un sans l'autre, c'est vous condamner à réintervenir sur vos toitures dans 5 ans. Rappelez-vous, hein, le dispositif européen qui oblige à mettre des centrales solaires sur les toitures, c'est 2030 l'échéance, hein. C'est pas si loin que ça. Et en plus, nous vous aidons à synchroniser ces chantiers. Le deuxième point opérationnel, c'est le tiers investissement comme levier de vitesse, hein. C'est notre cœur de métier chez Girasol. Nous finançons, nous construisons, nous exploitons. Vous restez concentré sur votre business. Nous portons le risque technique et financier et votre bilan reste sain. Et troisième point, l'interopérabilité. On n'installe pas juste des panneaux, on installe un système qui parle à vos bornes de recharge, à votre GTB. L'intelligence est dans le pilotage. Alors, pour conclure ce rendez-vous Energy Meeting, je vous pose une question. Quelle valeur aura votre bâtiment ou votre industrie demain s'il est énergivore et dépendant d'un réseau instable? L'autoconsommation est le chaînon manquant entre l'efficacité énergétique du bâti et la performance financière. En choisissant des solutions comme celle de Girasol Énergie, vous faites bien plus que répondre à la loi APER ou au décret tertiaire. Vous protégez vos marges, vous valorisez votre patrimoine immobilier, vous sécurisez votre avenir opérationnel. Aujourd'hui, l'énergie n'est plus une fatalité, c'est un choix de gestion. L'autoconsommation n'est plus un projet environnemental, c'est un outil de pilotage économique. Ça, il faut vraiment le marteler, parce qu'aujourd'hui, l'autoconsommation individuelle et par extension collective est un outil vraiment pour dérisquer son énergie à long terme. On connaît le prix de l'énergie sur 30 ans, hein, avec l'autoconsommation collective, hein, et individuelle, les deux. On connaît le prix, il est maîtrisé. Quelquefois, on vient couvrir 50% du besoin du site. C'est très efficace. Et n'oubliez pas aussi une chose, c'est qu'en autoconsommation individuelle, cette production ne supporte pas les taxes d'assises ni le transport, puisqu'elle est produite sur place. Elle ne rentre pas, elle provient pas du réseau. Donc elle est très performante. Pour la comparer, il faut comparer le coût de l'électron plus les taxes, plus l'assise, et vous verrez que c'est très, très efficace. Ben voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais prendre de quoi prendre vos éventuelles questions. Et puis sinon, je vous invite à venir discuter de vos projets spécifiques dès maintenant sur le... Donc je écoute si vous avez des questions sur l'autoconsommation, sur les différents modèles, sur... Oui. Alors il faut un micro. Oui, bonjour, merci. François Barthes, responsable de la stratégie énergétique pour le département du Val d'Oise. Oui. Ma question porte sur le tiers investisseur. Est-ce que vous le pratiquez aussi pour des collectivités? Et si oui, est-ce que vous avez des spécificités quand vous intervenez avec les collectivités, marché public, etc., mise en concurrence, rachat de l'énergie, etc. Oui, bien sûr, en fait, on intervient aussi sur le marché public. Et très clairement, on adopte une démarche spécifique qui est celle du respect des marchés publics. Toutefois, on peut aussi apporter en amont une vision, vous donner des pistes de réflexion sur votre foncier. Comment appréhender l'énergie solaire dans la ville, sur un territoire. Comment associer cette stratégie de production d'énergie solaire avec aussi une stratégie d'implantation de bornes IRVE. Aujourd'hui, ce que je vois souvent dans les villes, c'est qu'on met les bornes à des endroits, par exemple, à côté de la mairie, à côté des équipements sportifs, forcément. Mais je trouve qu'on oublie de mettre des bornes
proche, par exemple, des habitations HLM. Aujourd'hui, on veut que tout le monde ait un véhicule électrique, mais on ne met pas assez de bornes. Bon, dans les villes, il n'y a pas assez de bornes. Et surtout, on ne les met pas à côté des consommateurs, des gens qui ont besoin de ces bornes. Quand on a un pavillon, on peut facilement installer une borne, mais quand on est dans un immeuble, on ne peut pas installer de borne. Donc, l'idée, c'est d'ajouter ces bornes et de créer un écosystème complet entre la production solaire, les bornes de recharge, éventuellement du stockage pour décaler les usages, par exemple je prends l'éclairage des stades de football, etc. Trouver des solutions pour décaler les usages. On peut aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est sur l'autoconsommation individuelle, c'est de mettre de la production là où c'est nécessaire lorsqu'il y a de la production, des consommations qui sont directement consommables sur place. Le surplus part dans le réseau, il est géré dans la boucle d'autoconsommation collective. Et ce qu'on préconise comme montage, c'est que finalement le territoire ou la commune devienne producteur. Concrètement, ce qu'on vous propose, nous, c'est de vous mettre à disposition des centrales, des IRVE, du stockage, de vous garantir une performance sur ces équipements à long terme. Et c'est vous qui restez maître de votre politique énergétique en choisissant vos tarifs aux bornes, en choisissant vos tarifs. Alors bien évidemment, sur les édifices publics, l'énergie, elle est produite localement, elle est entre guillemets gratuite. C'est pas le même budget, quoi, on va dire. Mais c'est ça, en fait, garder le pouvoir sur l'énergie que vous produisez localement pour amener aussi un service aux citoyens. Donc l'idée, c'est de partager avec les citoyens ce service et cette boucle d'autoconsommation collective. Donc on vous amène tous les outils pour ça. Et ensuite, c'est une vraie politique à mener. Et la première étape, c'est de commencer à identifier les endroits où vous pouvez produire et la stratégie aussi importante, c'est où est-ce que je mets mes IRVE et quel service je veux apporter à mes citoyens. Ça, voilà. Merci. Oui, bonjour, Michel Laurent du mairie d'Orsay. Vous me parliez de sécuriser le prix de l'énergie sur le long terme. Oui. Et donc 20, 30 ans, peut-être davantage, si je vous ai bien entendu. La question c'est, dans le temps, comment est-ce que vous maîtrisez l'évolution de ce prix? Quelle est la proposition que vous faites à votre client sur l'évolution du prix? Comment ça marche pour que je sois certain que le prix va évoluer de manière maîtrisée? Absolument. Merci. C'est très simple en fait. Quand on produit de l'énergie localement, on est capable de marquer dans le contrat, sur 30 ans, le prix de l'énergie. Tout simplement. Donc on est capable, parce qu'on va produire de l'énergie, on maîtrise cette technologie, donc on aura un coût de production qui va avoir une légère inflation qui est liée aux prestations OPEX, tout ce qui est entretien, maintenance, etc. Mais le plan est sécurisé sur la durée de votre engagement. Voilà. Donc est-ce à dire que la partie OPEX du prix va évoluer comme l'inflation, mais la partie CAPEX, elle va être fixe, c'est ça? Alors en fait, dans nos contrats, on connaît le coût de production sur 30 ans, on l'inscrit dans le contrat. Donc il est connu, il y a une inflation, généralement c'est 1% à peu près. Donc tous les ans, il y a une augmentation de 1%. Et vous connaissez exactement votre coût sur 30 ans. Donc il est vraiment sécurisé. Ce n'est pas un coût qui est lié au marché. En revanche, si le marché est plus bas, c'est le risque. Excusez-moi, moi j'ai une petite question supplémentaire sur les prix. Justement, vous êtes dans quel ordre de grandeur de prix, sachant qu'il y a un petit Big Bang sur les heures creuseurs pleines en ce moment avec les recommandations de la Creux? Alors, il y a un petit Big Bang, oui, il y a même un gros Big Bang, on le sait tous. Disons que nous, en fait, autoconsommer, c'est un équipement qui va produire de l'énergie et des OPEX pour l'entretenir.
Et on sait combien on va produire, puisqu'on a des statistiques à long terme qui sont très fiables en termes je dirais de gisement solaire. Et on connaît ensuite la maintenance, combien ça coûte, l'entretien, le nettoyage des panneaux, etc. Tout ça, ça nous permet de communiquer un tarif à long terme. En revanche, bien évidemment, ce que j'expliquais juste avant, c'est que si l'énergie est moins chère à certains moments, celle qui est produite, elle est linéaire. Elle est connue à l'avance. Alors, je dirais que ça peut être un inconvénient en ce moment parce que l'énergie n'est pas chère. Mais rappelez-vous, en 2023, c'était plutôt un avantage. Donc, en fait, l'idée, c'est que cette production solaire, elle permet de maîtriser son budget énergétique à long terme. Je ne dis pas que c'est forcément la plus intéressante. En ce moment, elle est intéressante. Mais effectivement, si vous êtes sur un prix spot en journée, admettons à midi par exemple, là forcément l'énergie du réseau est plus intéressante puisqu'il n'y a pas assez de débouchés sur l'énergie aujourd'hui, ce qui fait que le prix de marché est plus bas. En revanche, c'est pas quelque chose qui va durer, à mon sens, qui ne durera pas 30 ans. Voilà. Donc en fait aujourd'hui peut-être qu'il y a un petit effort à faire sur l'énergie, mais en tout cas une chose est certaine, c'est que cette énergie qui est produite, le coût, il est maîtrisé à long terme, on le connaît, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Le marché de l'électricité, il peut y avoir des bonnes surprises, mais aussi des très mauvaises surprises, comme en 2023-2024, où là où on est passé des fois à 500 € du mégawattheure, voire 1000 € du mégawattheure, avec tous les drames que ça peut comporter. Donc il faut voir le solaire comme une sorte d'assurance. Aujourd'hui, c'est une sorte d'assurance à long terme en fait. Il y a quelques temps de ça, j'entendais qu'il y avait des boulangeries qui fermaient parce que l'énergie était trop chère. Bon. La production solaire, c'est quelque chose qui est maîtrisé à long terme et qui permet à chacun de sécuriser son poste budgétaire sur l'énergie. Voilà. Après, il y a des gens qui aiment bien jouer en bourse, et des fois ils gagnent, des fois ils perdent. Voilà. Bonjour, vous avez parlé de l'autoconsommation collective, oui, et de la personne morale organisatrice et du fait qu'on pouvait consommer avec nos voisins et les bâtiments proches. Concrètement, comment ça se met en place la PMO et pour consommer avec les voisins, est-ce qu'il y a une infrastructure à mettre en œuvre ou est-ce qu'on utilise le réseau électrique? Voilà. Merci pour votre question. Alors, donc, chez Girasol, en tout cas, nous, on maîtrise la personne morale organisatrice. On propose un service qui s'appelle Girasol Proximity, qui est une structure sous forme associative et qui vient organiser la boucle d'autoconsommation collective. Donc, dans les faits, comment ça se passe? Il n'y a pas besoin d'infrastructure, c'est très simple. On utilise le réseau, effectivement, et en fait, on est en relation avec Enedis, ou le GRD local, le gestionnaire de réseau de distribution locale. Et en fait, tous les mois, on vient récupérer les courbes de charge des consommateurs. On a nos courbes de production. On fait une répartition. On a des clés de répartition qu'on aura gérées en amont. Et on vient affecter des électrons. Donc on renvoie les courbes de charge corrigées à Enedis. Et ensuite, Enedis transmet au fournisseur du client. Voilà, donc c'est un travail qui se fait tous les mois. C'est un gros travail, sans parler de la facturation, du recouvrement, etc. L'autoconsommation collective, c'est pas juste, c'est pas automatique. Il faut s'en occuper. Ça demande beaucoup de ressources. Ça arrive. Ouais. Oui, bonjour, Michael Courtet, architecte. Je voulais savoir quelle était la taille critique minimale des installations sur lesquelles vous participez au niveau du financement. Et une autre question, dans le même ordre d'idée, à partir de quelle taille, là, nous commencerons à devenir compétitifs au niveau tarif? Alors, chez Girasol, je dirais que notre politique, c'est de démarrer avec des centrales à minima, enfin en tout cas le projet fait à minima 300 kW crête, ça veut dire à peu près 1300-1400 mètres carrés de surface de panneaux. Donc ça peut être des ombrières, ça peut être sur une toiture, ça peut être sur du petit sol à proximité d'une entreprise.
Et je dirais que le seuil de rentabilité, ça dépend si c'est un modèle autoconsommation individuelle ou collective déjà. En individuel, bien évidemment, plus le foncier utilisé nécessite peu d'investissements supplémentaires, par exemple le petit sol, le sol ou les toitures qui sont déjà ce qu'on appelle PVRI, c'est-à-dire prêtes à recevoir du solaire. Dans ce cadre-là, on sort un tarif de l'électron qui est très agressif, qui est très intéressant. C'est-à-dire moins de 70 € du mégawattheure. Donc là, et puis ça ne supporte pas de taxes, pas de transport. Donc là, c'est très efficace, très efficace. Si c'est d'autoconsommation collective, et en fonction du support sur lequel on installe les équipements, le prix, et d'ailleurs même c'est pareil sur l'individuel, si on est sur les ombrières, forcément ça fait augmenter l'investissement pour l'investisseur, et donc ça fait augmenter le prix de l'énergie. Si on devait comparer, parce qu'en fait souvent on fait un amalgame, on dit voilà, la production solaire c'est le support, le mobilier entre guillemets, support et les panneaux. En fait non, le mobilier c'est l'obligation, la loi APER c'est une obligation, on met les ombrières, mais la centrale elle, quand elle produit, si on fait abstraction je dirais du mobilier, c'est très efficace, on est entre 60 et 70 € du mégawattheure, donc on est sur des prix qui sont imbattables. Voilà. Donc après sur une boucle d'autoconsommation collective, on a d'autres frais, c'est le frais de gestion de la boucle. Parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, la boucle c'est beaucoup de ressources pour gérer ces boucles. Voilà. Et donc là, et on va terminer sur cette question parce qu'on me fait signe, là la difficulté c'est qu'aujourd'hui effectivement sur l'autoconsommation collective, l'électron du réseau est très peu cher et donc on a du mal à trouver des débouchés pour l'autoconsommation collective, mais c'est un momentum, ça va changer, hein, faut pas rêver. Déjà il n'y a plus la paire, il n'y a plus bon, je vais arrêter là. Il n'y a plus la reine, merci. Il n'y a plus la reine, donc mécaniquement, vous allez voir que les prix vont commencer à augmenter dès la fin du mois. Enfin, ils ont dû commencer à augmenter là. Il n'y a plus la reine, donc on est soumis au marché pour toute la production. Auparavant, il y avait une partie de la production qui provenait du tarif, dans le tarif de vos fournisseurs. Il y avait une partie du tarif qui provenait des centrales nucléaires à 42 centimes d'euros du mégawattheure. Ça, c'est fini. Maintenant, c'est le marché. Donc en fonction de vos consommations, à quel moment vous consommez de l'énergie, vous aurez des offres sur mesure maintenant et forcément vous allez mécaniquement, votre facture elle va augmenter au moins de 20%, hein, c'est certain. Voilà, je vais laisser la main. Merci beaucoup. Merci beaucoup.